Une hydra-polaire qui avait écrit aussi dessus, présente ici du Wall Street Journal, d'autres journalistes qui ont travaillé. Moi je ne suis pas journaliste à la base, hein, je suis financier. Donc simplement, j'ai regardé le travail des autres, j'ai regardé le travail d'Esther Shapira, qui a été vraiment pour moi le catalyseur, le déclencheur. Et ensuite c'était tirer une pelote. Alors la question de savoir pourquoi ça fait si longtemps, c'est pas de ma faute. Moi je pensais que c'était tellement évident qu'au début, je me suis dit avec ce dont on dispose, même si on ne l'avait pas mis tellement en valeur, je me suis dit en une semaine, en 2 semaines, ça va être réglé, ensuite je vais pouvoir retourner aux affaires. Je trouve que ça fait maintenant un peu plus de 6 ans que je suis dessus à 100%, et que je pense qu'il ne faut pas lâcher parce que c'est historique et que on n'est pas loin du but là. Je pense qu'on a gagné un procès qui était assez important. Je tiens à remercier encore beaucoup Jean-Claude de m'avoir invité à venir ici parce qu'il faut se rendre compte quand même que pendant de nombreuses années j'ai été traité de fou. Personne n'a voulu me rencontrer. Il y a des gens de cette salle qui sont venus me voir tout à l'heure et qui sont venus me dire que pensaient que j'étais fou jusqu'à un certain temps. Puis après, j'ai jamais dit fou. Pas fou, mais excité. Excité. Voilà, excité, mais bon, j'ai entendu fou. Ça m'étonne pas de toi. Voilà, j'ai entendu aussi. Je suis toujours fou. Mais ce que je veux dire, c'est que donc, ça me semble évident à un moment donné que les gens vont le reconnaître. Maintenant, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Le film de la télévision allemande qui va sortir dans 6 semaines, la suite du documentaire qui devrait normalement mettre encore un point dans l'argumentaire de France 2, mais quand on écoute ce que nous dit Jean-Claude, quand on sait qu'il a été appelé par des gens de France 2 pour lui dire qu'il ne fallait pas me donner la parole parce que j'appartenais au Mossad, je dirais même, je n'appartiens pas au Mossad, mais et même si j'appartenais au Mossad, est-ce que ça change? Est-ce que voilà, lui, voilà. Est-ce que ça change à ce que vous avez vu? Même si j'appartenais à la plus grande organisation criminelle, si j'étais un parrain de la mafia, est-ce que ça change ce que vous avez vu? Non. Peut-être que France 2 donnerait la parole. Ah oui, c'est vrai. Moi j'avais dire quelque chose. Oui. Sûrement. Bon, c'est clair que dans un premier temps, je n'étais pas convaincu. Et je le suis maintenant, bien sûr. Je n'étais pas convaincu pour une raison simple, c'est que, je ne le cache pas, je connais très bien Charles Anderlin, c'était un ami très proche. Et je pensais que ce type, je pense toujours quelque part qu'il est honnête et j'arrive pas à comprendre comment il s'est laissé embarquer dans cette... Alors, tu le connais un peu, je voudrais connaître ton sentiment par rapport à ça. Jean-Claude connaît aussi Charles Anderlin. Oui, alors je vais répondre avant toi si tu le permets. Moi je me suis posé aussi la question. Ouais, c'est ça. Il ne vous a pas échappé que nous sommes dans une zone d'extrême violence, de guerre, où les services de renseignement de part et d'autre jouent de multiples jeux. Moi, je me suis demandé si Charles ne couvrait pas son caméraman palestinien, parce que peut-être tous les deux travaillaient pour le Mossad, et que il fallait... Je me suis posé des questions, il faut bien trouver l'explication. Charles Anderlin, je le connais, je l'ai fait travailler comme rédacteur en chef à de multiples reprises. C'est un homme pour lequel j'ai la plus grande estime, c'est un grand professionnel. On voit bien qu'il est empoisonné. On voit bien qu'il y a une explication certainement. J'étais un jour en Israël et j'écoutais une radio en français et cette radio venait d'annoncer que Jean-Claude Bourret avait été désigné par l'université de Tel Aviv comme le meilleur journaliste de la région et le plus honnête. Bon, je le vois un quart d'heure après, je lui dis oh là, faut pas que ça s'ébruite, je suis foutu. Si ça s'ébruite, je suis cuit dans les territoires palestiniens. Ouais, ce qu'il va dire. Oui, mais ça, bon, alors il est clair que, alors c'était un excellent ami, j'allais chez lui, il venait chez moi, là je suis très clair, avec son épouse aussi, et c'est vrai que depuis 4 ou 5 ans, on n'a plus de contact, ni lui vers moi, ni moi vers lui. Moi, je voudrais juste répondre à quelque chose. Donc, moi, je suis incapable de savoir ce qui se passe dans la tête de Charles Anderlin. La seule chose que j'essaie de montrer, c'est des documents que je peux prouver. Donc, la tête de Charles Anderlin, je ne peux pas la prouver. En revanche, je pense qu'il y a pu y avoir peut-être à un moment donné, il s'est laissé avoir par son caméraman, ensuite il n'a pas voulu revenir dessus. Mais ce que je voudrais dire aux vrais amis de Charles Anderlin, moi, quand je fais une erreur, ma mère m'appelle, me dit Philippe, t'as fait une connerie à dîner, t'as mal parlé à cette personne, excuse-toi. Et généralement, quand c'est ma mère qui m'appelle, je le fais. Mais je suis sérieux, je pense que quand on a des amis, quand on a quelqu'un qui est proche, il nous veut du bien. Et je pense que quand on veut du bien à quelqu'un, on lui dit quand il fait une bêtise. Là, je pense que ses amis ne lui ont pas rendu service pendant toutes ces années, en l'enfermant dans ces contradictions. Et j'attends qu'un jour, un vrai ami vienne me voir et dire écoute Charles, regarde. C'est pas possible, parce qu'à la limite, c'est lui, il a fait le vide avec des amis dans lesquels il savait qu'il aurait un problème. Moi, je sais très bien qu'on se voyait régulièrement, je ne le cache pas. Quand il venait en France et que moi je partais en Israël, on échangeait nos appartements, nos voitures, nos chats. Bon, c'est vraiment un ami. Et puis, il y a une rupture qui est venue de lui et de moi. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où c'était terminé, il n'a plus voulu me parler et moi, je n'avais pas envie de lui parler non plus.
Je voulais juste dire un mot à propos de Charles. Peut-être parler aussi de la crédibilité de France. Voilà, c'est ça. Moi, Juste un mot à propos de Charles Anderlin, c'est que j'ai entendu sur Radio Monte Carlo, je crois que c'était juste avant les grandes vacances de l'année dernière, une mise en cause extrêmement violente de Charles Anderlin. Je t'ai téléphoné, je t'ai demandé est-ce que tu as toujours les coordonnées de Charles. J'ai téléphoné à Charles, que j'ai eu au téléphone, je lui ai dit voilà ce qu'on a dit sur Radio Monte Carlo il y a une heure, il faut que tu réagisses parce que c'est scandaleux, tu as été mis en accusation pour cette affaire. J'ai trouvé un Charles Anderlin extrêmement embarrassé. Extrêmement embarrassé. C'est quand on t'accuse de quelque chose et que tu dis absolument pas, il y a une façon de répondre. Or là, je l'ai trouvé très embarrassé. Il est intervenu le lendemain sur Radio Monte Carlo, j'ai entendu sa réponse. Il faisait ça au minimum du minimum. Donc je pense qu'il y a quelque chose qu'il sait, parce que c'est un professionnel, comme chaque journaliste ici présent. Il voit très bien. Moi, la chose qui m'a convaincu parmi les 1000 arguments qu'avance avec beaucoup de talent Philippe, c'est le fait, j'ai malheureusement vu dans ma vie de grand reporter pas mal de cadavres, il y a au moins 5 litres de sang dans chaque corps. Quand tu as une balle qui te traverse, j'ai vu par exemple l'assaut, lorsque le GIGN a donné l'assaut à l'Airbus, l'Air France à Marseille, j'ai d'ailleurs fait un bouquin là-dessus, et que Brugnot, qui était l'un des chefs de commando, a été rafalé de 3 balles de Kalachnikov sur le bras, qu'il n'a toujours pas récupéré d'ailleurs malgré la formidable mobilisation en sa faveur des chirurgiens de l'hôpital militaire. J'ai vu ce que ça donnait, un type qui a 3 balles de Kalachnikov dans le bras, ça saigne abondamment, tu perds 1,5 litre, 2 litres de sang, et en l'espace de 20 secondes, si tu veux, tu as une auréole de sang. Or là, il n'y a pas une goutte de sang, ni sur l'enfant, ni sur le mur, ni sur le t-shirt. Elisabeth? Non mais juste un mot, d'abord les états d'âme de Charles Anderlin. Je veux dire, quelle est la dose d'autosuggestion, quelle est la dose... Visiblement, il s'est fait entuber, et à quel moment il l'a reconnu et dans quelle mesure. D'abord, on s'en fout. Je veux dire, franchement, c'est pas le sujet. Et surtout, je crois que ce qui serait intéressant maintenant, parce que d'abord, si tu veux, on va pas non plus passer 10 ans et 15 ans. Ah, moi, j'en peux plus de voir ces documents, je dois te le dire. C'est pour ça que je suis arrivée en retard, j'en ai marre du nombre de balles, du pas de sang, de tout ça. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est un exemple, et il faudrait essayer d'en avoir d'autres, sur la fabrique de l'information, en gros, dans les territoires palestiniens. Mais je pense qu'il faudrait maintenant essayer de ramener, je ne sais pas, il y a quand même des gens qui bossent là-bas, je veux dire, il doit y avoir, si tu veux, moyen d'élargir le truc. Anderlin, il est dans une situation où il ne peut plus reculer. Et juste, monsieur... Vous avez dit que les gens, vous avez rompu avec lui. Et non, il a rompu lui aussi. Il a rompu, peu importe, non, mais je dis ça sans acrimonie. Il y a aussi des tas de gens, si vous voulez, qui, parce qu'ils l'aiment, ils ont beaucoup d'affection pour lui, eux n'ont pas rompu, ils ont signé des pétitions et se greffent là-dessus, si vous voulez, quelque chose qui me semble aller au-delà de l'affaire Al-Doura, qui est la loi de l'omerta, en gros, qui règne dans la profession. Surtout, pas de sur Al-Doura, surtout. Et sur le droit de critiquer ou pas Charles Anderlin. Et ce qu'a reconnu quand même dans le jugement de la Cour d'appel, dans l'arrêt de la Cour d'appel, il y a des phrases terribles et en même temps très très fortes de la juge, de Laurence Trébuc, sur le fait que Anderlin doit accepter d'être critiqué et France 2 doit accepter d'être critiqué. Je pense qu'il faut essayer maintenant de toute façon, qu'est-ce qu'il va faire maintenant Anderlin? Il dira jamais, le juge. Oui, pardon. Et arrêtez de dire que c'est un grand professionnel. Moi, je trouve que vous oubliez un facteur là-dedans, juste un mot, André, un facteur qui est, en gros, il a été trahi comme plein de journalistes par son narcissisme, par le fait de vouloir faire un scoop, d'aller vite, c'est tout. Juste un mot, je voudrais simplement souligner quelque chose, c'est qu'Elisabeth a commencé à dire, c'est que ça traduit aussi, et évidemment dans l'histoire Gaza et palestinienne ça revient encore plus, c'est cette loi de l'omerta. Je m'explique. Pourquoi il y a eu cette pétition pour Anderlin? Pourquoi Philippe Karsanti n'a pas été reconnu, à part l'histoire de Mossad, extrême droite, etc. Parce qu'aucun journaliste allant en Israël ne pouvait éviter Charles Anderlin. Moi je peux le dire, il m'a reçu très très bien. Chaque fois qu'on a un reportage en Israël, on allait voir Charles Anderlin, qui t'amenait chez Faisal El-Husseini, qui t'amenait chez Arafat, qui faisait la trahison de l'OPU, etc. Il y avait inconsciemment une espèce de reconnaissance à Anderlin qui fait que quand
Anderlin a eu ça, moi je me rappelle, avec Philippe, j'ai vu depuis longtemps, cette pétition extraordinaire, hallucinante, stalinienne, vraiment la pétition stalinienne par excellence. On ne sait pas si Charles Anderlin a tort ou a raison, c'est Charles Anderlin, on est pour lui. Formidable. Il ne faut pas désespérer Ramallah. Et les juges sont des quasi-fascistes. Alors, je peux vous dire, si ça vous intéresse, j'avais invité Esther Benbassa à venir ce soir. Et parce que, elle m'envoyait souvent ses articles, donc je me suis dit que j'allais l'inviter. Et j'ai reçu sa réponse sur mon mail. Monsieur, j'ai pris connaissance de votre mail. Ma confiance en Charles Anderlin m'a poussé à signer cette pétition. Bien à vous, Esther Benbassa. Donc je crois que tout est là. Ma confiance à Charles Anderlin, on ne regarde pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la confiance aveugle de Charles Anderlin dans son caméraman, qui ensuite est reporté aux gens qui font confiance à Charles Anderlin, et c'est une chaîne d'irresponsabilité. Et France Télévisions, etc. Le journaliste que tu passes à la fin, c'est Europe, c'est ça, qui lui pose des questions hallucinantes, voilà. qui lui demande. Alors, est-ce qu'il faut savoir, attends, je tiens Si à dire. vraiment le grand Charles Anderlin. Alors, ce que Michel Field ne dit pas, et que je sais que j'avais quelqu'un dans le studio, il m'a dit Michel Field, coupe les micros, finis l'émission, et dit aux gens qui sont dans la salle. Franchement, elle a été quand même sympa avec Charles. On ne lui a pas balancé l'affaire Aldoura. Donc, il sait l'affaire. Il sait tout ça, mais il nous accuse quand même des extrémistes sionistes qui ont monté des campagnes de presse ignoble. Donc, on est dans un vrai système. Cela dit, tu mets ça à côté du témoignage de Toto, là, de Talala Bourahma, c'est génial, parce que la façon dont il dit, parce que ça, c'est leur point faible, c'est un des points faibles de France 2. Quelle que soit la vérité sur l'affaire Aldoura, si tu veux, le témoignage de ce type qui dit blanc, noir, qui en plus, qui ment à l'évidence, je veux dire, tu le fous à côté d'Anderlin disant putain, nous on a une confiance 100% dans le mec, putain, mais c'est génial. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Mais il faut le faire comme ça aussi, si tu veux. Non, mais parce que. C'est ce qu'on a fait juste avant. Non, ce que je veux dire, c'est que Philippe, je pense que c'est quand même lourd pour les gens, avaler les balles, les machins. Il faut maintenant aller. Je voudrais juste une chose également, puisque Elisabeth Lévy est là, c'est que j'ai assisté dans un cadre privé à une confrontation entre toi et un avocat qui défendait la position de Charles Anderlin. Je ne sais pas quel est le sentiment d'Elisabeth, mais moi j'ai été effaré par la nullité des arguments en faveur de Non, mais le pire de tout, c'est que, il faut dire que Anderlin lui-même ou même Chabot aurait été évidemment meilleur, quand même plus de taille mais en fait, la consigne, comme ils ne sont pas du tout à l'aise, en fait, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, ils sont tous très embarrassés, ils regardent leurs pieds. Et évidemment, le seul qui a accepté de venir, c'est un espèce franchement, je sais pas, d'électron libre qui connaît absolument rien au dossier et qui était consternant. Je veux dire, c'était... mais c'est pas... L'effet était un peu l'effet inverse de celui qu'on recherchait, qui était un débat, mais ça n'a jamais été possible sur cette histoire. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est ce qui est intéressant aujourd'hui, dans cette démonstration magistrale, c'est que ça nous concerne tous. Ça concerne les citoyens, ça concerne les journalistes. C'est-à-dire, on découvre là, preuve à l'appui, toute l'histoire d'une manipulation. Et cette manipulation n'est pas neutre, puisqu'elle conduit à la haine, à la violence, et à conforter les gens dans une idée, c'est que un peuple, une population est composée de salopards qui tuent, qui tirent sur des enfants. C'est-à-dire la pire des choses. On peut tuer un vieillard, un homme, etc. Mais un enfant et la pédophilie, c'est ce qui est condamné aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, d'abord, c'est aussi pour ça que je veux évoquer, moi je suis entre deux amitiés. L'amitié pour Charles Anderlin, que comme tout le monde je connais depuis très longtemps, et cette amitié-là me permet de le comprendre en partie, c'est qu'il dit oui, il dit comme n'importe qui fait une erreur. J'ai fait une erreur grossière, je regrette et je demande qu'on me pardonne. Il dit ça et sa carrière est terminée. Oh, s'il le dit donc il couvre en dépit de tout. Et je dis comme Benveniste, quand il en est mort, il a voulu démontrer que l'eau avait une mémoire. Bon, il a passé son temps à prouver qu'il avait raison. Donc j'oublie délibérément Charles Anderlin. Et je m'intéresse à Philippe Carcenti. Et je me dis,
heureusement qu'il y a des gens qui ne sont pas journalistes, mais assez libres de leur temps et de leur passion, etc., et qui sont obsédés par comment peut-on dire à minuit qu'il est midi, comment peut-on dire qu'un enfant est mort dans telle et telle condition sur un des médias qui font l'ensemble de l'opinion. Pour moi, la télévision, c'est ce qu'il y a de meilleur et de pire. C'est-à-dire que les gens disent « j'ai vu à la télé ». Bon, Saint-Thomas, tous les Saint-Thomas ont vu à la télé. Il y a une chose qu'ils ne voient pas, qu'on ne voit pas parce qu'on n'apprend pas à lire la télé dans les écoles de France, et on n'apprend même pas à décrypter la télé dans les IUFM, messieurs les ministres de l'Éducation nationale. Donc, la télé montre, et c'est vrai. Et heureusement qu'il y a des gens pour consacrer, et alors on peut se dire, mais alors effectivement, moi aussi on me l'a dit, on m'a dit Karsenty, mais il est fou. J'ai entendu ça, c'est-à-dire que la rumeur devait démontrer que Karsenty était fou. Et effectivement, il était fou de vouloir à lui seul montrer que France 2, et donc Arlette Chabot, et tout le système France 2, et la télévision, et donc Charles Anderlin, et donc le correspondant de Charles Anderlin, et le spécialiste du Proche-Orient qu'on croit parce qu'il a une voix crédible, et il fait des papiers, etc. Et on ne peut pas douter de Charles Anderlin. Et il y a un fou, qui est Karsenty, qui vient nous rendre service à tous, parce qu'on vit l'époque des manipulations. Parce qu'Internet, c'est la manipulation. Et parce que les manipulations continuent sous nos yeux. Et parce que l'ensemble du public, moi je vais vous dire, je suis comme Jean-Claude, on fait ce métier depuis très longtemps. Mais qu'est-ce qui a changé en 4 ou 5 décennies? C'est qu'on nous croyait et on ne nous croit plus. Et pourquoi on ne nous croit plus? Parce que tout le monde est persuadé qu'on est manipulé. Manipulé par les hommes politiques, manipulé par la presse américaine, manipulé par les agences, manipulé par les services secrets, manipulé. Et donc je dis que heureusement que Karsenty et les juges de France participent à la vérité et peuvent peut-être nous permettre d'améliorer le système. Moi je dis, j'oublie Charles Anderlin. Je dis bravo Philippe Karsenty, et je dis bravo à ceux qui sont là, et ceux que j'ai entendus en disant quand même, moi je veux dire, je voudrais plus qu'on parle de Charles Anderlin, je voudrais dire histoire d'une manipulation. Et puis je vais citer quelqu'un d'autre, ça va vous rappeler quelques souvenirs. Moi sur l'affaire des 2 journalistes américains qu'on a promené dans le monde entier, on a dit ils sont formidables, Bernstein et Woodward, on les a reçus en disant ce sont des types incroyables. Pardon de dire ça, je dis non. C'est le responsable des services secrets américains qui les informait en disant chercher de ce côté-là qui était formidable. C'est la source de Woodward et de Bernstein. Et c'est le journal qui a publié. Alors ça c'était du positif. Là c'est du négatif. Mais je vais citer encore quelqu'un. Un jour on a tué quelqu'un en France. Un groupe armé a tué quelqu'un en France, qui avait été dénoncé dans un journal, par un journaliste de talent, qui s'appelait Georges Suffer, et qui avait dit qu'il y avait l'espion, etc. Il avait été manipulé par les services secrets. Et Georges Suffer, quoi qu'il en ait dit, etc., Georges Suffer a des remords sur cette histoire. Et la profession doit avoir des remords, parce qu'il avait écrit dans le journal, et il avait écrit dans le journal quand son patron n'était pas là, et le patron lui aurait dit au retour, et moi il me l'a dit à moi, si j'avais été là, on n'aurait pas publié ce papier-là. C'est-à-dire on a dénoncé quelqu'un comme une cible. Et il y a des journalistes qui... Et c'est pas forcément de leur faute, qui sont manipulés. Les carnets de Bertrand, et j'en aurais fini quand j'aurais dit ça. Le nombre de gens... Moi quand j'ai lu ça, j'ai été terrorisé. Pas parce que Bertrand était un manipulateur ou génial ou complètement crétin. Le général Rondeau, qui prend... Tous ces types des services secrets qui prennent des notes et qui écrivent. Alors on arrive, eux, un jour à démonter quelles sont leurs erreurs. Mais on ne veut pas avoir la même attitude dans la profession. Et donc quand quelqu'un, c'est vous qui avez dit ça, ce serait bien de dépasser un petit peu le cas de Charles Anderlin pour dire, moi je rêverais de ça. Voilà ce que peut faire la télévision demain ou après-demain, sans publicité ou avec publicité. Une chaîne publique ou une chaîne privée. Un débat contradictoire. Et un des sujets, moi j'en suggère, je ne suis pas producteur de télé, sinon il y a de quoi gagner sa vie hein, avec ça. Georges Suffer, il vit toujours Histoire d'une manipulation.
Woodward Bernstein, Histoire d'une mise sur la voie par les services secrets, Confession de M. Bertrand, et Philippe Carcenti qui viendrait dire « J'ai fait le boulot que les journalistes n'ont pas fait ». Et éventuellement Charles Anderlin qui à la fin de l'émission viendrait présenter ses excuses avec Jacques Chabot et avec Arlette Chabot et quelques autres. Voilà, c'est ça que je trouve intéressant. Au moment où, moi j'ai pas vu le film mais je vais aller le voir, il paraît qu'une partie de la France rigole et va rigoler avec le film sur les bidonnages journalistiques. Bon, c'est quand même incroyable. Incroyable. C'est sur le grand écran qu'on montre comment... Et on a tous ces histoires de bidonnage, on a des exemples de bidonnage. Alors il y a des bidonnages qui font rire. Junio et Lanvin vont faire rire avec les journalistes qui sont en Irak et qui ne sont pas en Irak. Parce qu'ils ont perdu l'argent des trucs, etc. Je vais aller voir le film, mais le problème, ça, ici, ce bidonnage-là, il est tragique. Il est tragique. Et vous savez pourquoi il est tragique? Parce que la démonstration à laquelle a participé, je crois, consciemment, le pisteur, le fixeur, appelons-le le fixeur à Gaza, d'Anderlin, pour lequel il dit « Mais enfin, ce type, il est formidable, il travaille pour moi depuis 88. » Oui, il a peut-être fait une partie du boulot qui t'intéressait en 88 parce qu'il était sur place, il a fait des images, et puis il est tombé dans une manipulation, et tu l'as cautionné. Et tu l'as cautionné parce que tu ne pouvais pas faire autrement. Mais il continue de travailler à Gaza. Tenez, moi je savais que je venais, j'ai regardé ça aujourd'hui. Le Monde publie une photo, qui est sans doute vraie, et c'est très bien, à la une du Monde. C'est un des tunnels de Gaza, magnifique, bien tenu, et qu'est-ce qu'on a mis? Et c'est pas le Monde qui a mis dans le tunnel, parce que la photo, elle a été faite par un garçon de Gaza. Et on a mis un enfant sympathique, souriant, rigolard, un beau gosse palestinien, qui est le premier qui passe dans le tunnel et qui vient dire aux gogos que nous sommes, on n'en a rien à foutre des... Vous voyez, les bombardements, ils ont été totalement inutiles. Les tunnels n'ont pas été cassés. Et regardez, c'est un gosse qui retourne en Égypte, donc, etc. Et bien moi, je vais vous dire, on est quelques-uns, et ils sont ici, on fait ce métier, pas parce qu'on détient la vérité, mais on cherche à l'approcher. Et donc, nous devrions être les premiers à dire, et même à excuser Anderlin. Moi, vous voyez, je suis prêt à l'excuser. Pas quand il s'obstine dans l'erreur, parce que quand il s'obstine dans l'erreur, et quand lui s'obstine dans la démonstration de la vérité, c'est lui qui fait le boulot qu'on devrait faire. Et je serais prêt à dire, bon ben voilà, tu t'es fait avoir. Et que le journaliste qui ne s'est jamais fait avoir, lève la main. Voilà. Moi je me suis fait avoir aussi. Voilà. Et on se fait tous avoir. Mais on doit dire, je me suis fait avoir. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que ce métier, j'ai l'air de donner des leçons, je vous jure, je ne donne aucune leçon de morale. Et je ne parle même pas en termes moraux. Je dis que dans ce métier, si on le fait sans morale, sans règles, sans déontologie, et en se faisant avoir, soit par le fric, soit par les menteurs, soit par, etc., soit en le faisant tout seul, ce qui est la tendance d'aujourd'hui, c'est pourquoi moi je crois à l'enquêteur fou, mais je ne crois pas aux blogueurs fous, tout seul. Voilà, je crois aux équipes rédactionnelles, avec le journaliste qui prend son temps, le rédacteur en chef qui dit « Dis donc Coco, là, ton truc, tu l'as fait trop vite ou je n'y crois pas. » Voilà. Pardon de dire ça, mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. À 13 h aujourd'hui, on a récompensé avec le jury du groupe Hachette, je dis ça parce que je suis très content de ça. C'est... il va avoir un prix, elle va toucher de l'argent. Un petit journal trimestriel qui vient de sortir, qui s'appelle 21, et dans lequel il y a une fille qui s'appelle Anna Miquel, et qui a fait 3 ans d'enquête pour démontrer que Dieu le veut, dont on a dit qu'il avait été mangé par des crocodiles. Dieu le veut, a été assassiné. Et je trouve que, vous voyez, je pense à ça. Je pense à ceux, et il y a des ministres français de la Défense, et il y a des gens qui ont dit, et des juges qui ont dit, oui, il a été mangé par les crocodiles.
Et ben moi je me dis que cette fille-là qu'on va récompenser le 12 février, avec Madame Albanel et Karsenty, voilà, je dis heureusement qu'il y a des gens comme ça, et heureusement que, mon cher Jean-Claude, on est là ici ce soir pour dire, bon ben voilà, vous avez cette vérité-là, faites-en quelque chose, parce que cette recherche de la vérité, c'est notre métier. Sinon, on ne sert à rien, on peut faire autre chose, et puis vendre des cacahuètes, etc. C'est aussi ça la noblesse du métier. Je n'étais pas là, mais je voudrais simplement dire qu'on a fait des pressions sur moi pour que cette conférence que j'ai organisée et que je paye avec un chèque, pour que les choses soient tout à fait claires, avec un chèque personnel, on a fait des pressions pour dire tu ne vas pas inviter ce fou, le Presse Club ne peut pas cautionner ça, etc. C'est incroyable. Incroyable. Je te remercie. Maintenant, la question que je pose, et moi je vais poser une question à tous. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour le faire sortir? Parce que moi j'en ai un peu marre, là, ça commence à faire un petit peu d'années. J'ai autre chose à faire à la fin de la vie que faire en sorte de montrer ces présentations dans le monde entier, ce que je fais. Je pars dans toute l'université du monde entier, je le montre et je le montre avec plaisir aussi à Paris. Mais je crois qu'il faut que tous ceux qui ont quelques contacts, et éventuellement tu vois quand tu me dis que tu vas voir Christine Albanel en février, moi j'ai essayé de la contacter plusieurs fois, jamais de retour, j'ai essayé de contacter tout le monde, jamais de retour, et la seule solution viendra, je crois, du politique, ou alors d'un média qui se lancera et qui dira, voilà, on sait que c'est faux, c'est le plus grand bidonnage qui a eu lieu en France, avec des répercussions historiques, on veut la vérité. Pour l'instant, aucun média ne l'a fait. Il y a des médias étrangers qui ont travaillé, comme le Wall Street Journal notamment, qui a publié, des choses comme ça. Mais en France, toi qui travailles sur France Inter, tu as beaucoup de journalistes de France Inter qui ont signé la pétition de Charles Anderlin pour Charles Anderlin dans le Goualotte. Et je veux te dire, que faire maintenant pour sortir du cercle des initiés? Parce qu'on est tous dans cette salle. Je pense que enfin, vous n'étiez sûrement pas tous convaincus, mais avant d'arriver, vous aviez beaucoup d'entre vous avaient déjà un a priori positif. Il est temps qu'on sorte, quoi. Il est temps que cette vérité sorte, parce que, regardez une chose, je peux vous les montrer maintenant, mais pendant la dernière guerre contre le Hamas, Talal Abou Rahma et Charles Anderlin ont aussi été attrapés en ayant fait 2 faux reportages. Le premier, ce sont des images qui ont été diffusées de 2005, qui ont été présentées comme des images de 2009. Mais l'autre image que j'ai là, que je peux vous montrer, c'est un reportage de France 2 où on voit Talal Abou Rahma qui filme des étagères et qui nous dit il n'y a plus rien dans les magasins, c'est vide, on n'a plus rien à manger. Mais quand on regarde le reflet de l'image de l'autre côté du magasin, on voit que le magasin est plein de victuailles. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et ça fait des mois et des années que je dis qu'il faut arrêter cette fabrique de la fausse information. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour l'empêcher, pour arrêter? Avant d'arriver, je disais que les chiffres qui ont été donnés sur Gaza étaient faux, les chiffres des morts, des 1300 morts sont faux. Maintenant, on arrive plus près de 600 morts, dont 500 membres du Hamas. Donc, on est sur des chiffres qui arrivent, on va revenir à la vérité. Mais à chaque fois, on se fait avoir par l'émotion, par des images qui remontent et qu'on nous montre en boucle. Comment on fait pour arrêter? On te l'a dit, le Proche-Orient, c'est un sujet passionnel et on ne le dépassionnera pas après les 23 jours de guerre et les résultats. Autrement dit, il faut sortir, moi je suggère ça, il faut sortir cette affaire-là, il faudrait la sortir du Proche-Orient et la prendre comme un exemple, mais alors c'est un cas d'école. C'est un cas d'école magnifique. Un cas d'école magnifique. Il faut oublier Anderlin, il faut oublier le procès, il faut que tu t'oublies toi-même. Il faut oublier le Proche-Orient en disant, voilà une manipulation. Mais, et si personne ne le passe en France, moi je suis sûr que les Belges, les Suisses, enfin qui seront eux hors de nos passions franco-françaises, feront quelque chose. Voilà. Alors, il y a Nidra Meller. En tant qu'insider, outsider, une première chose que je voudrais dire, c'est... Tout le monde m'entend? Je voudrais dire qu'au début, les intervenants ont commencé en disant du bien de Charles Anderlin, c'est un grand professionnel, je l'ai connu, etc. D'abord, ce n'est pas professionnel. On a vu la preuve. Ça fait 8 ans. Donc, il n'y a plus à demander si c'est fait avoir la première heure, ou 5 heures plus tard, ou 24 heures plus tard. Il n'a pas agi en professionnel. C'est la honte de la presse française.
on attend à l'étranger parce que vous avez fait du mal dans le monde entier avec ça. Et il ne faut pas continuer à dire c'est un grand professionnel, ça arrive à tout le monde. Ça, c'est la première chose. C'est quand, je crois que c'est quand Elisabeth Lévy a dit qu'on en avait marre d'entendre ça, qu'on a arrêté de le dire. Mais ce n'est pas un professionnel, on a la preuve. C'est un journaliste, on ne s'intéresse pas à lui comme être humain. C'est pas ça qui est en question. C'est comment il fait du journalisme. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je me permets de ne pas être d'accord avec vous, Monsieur Levaille, parce que, au contraire, c'est dans le contexte du Moyen-Orient. Il y a du bidonnage, moi je le vois du matin au soir aux informations en France. Ça, c'est notre problème, c'est vraiment regrettable. Mais ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est l'affaire, c'est avec mon travail sur l'affaire Al-Doura que j'ai commencé à comprendre. Ça fait partie, c'est une guerre. Cette guerre, c'est justement de créer des récits. Moi, je les appelle en anglais lethal narratives, on peut dire récits mortels en français. On vient de le voir pendant 22 jours. Qu'est-ce qui a commencé? La Hamas attaque Israël, Israël se défend. Dans l'espace de 3 jours, le récit était établi dans les médias, et ce n'est pas uniquement en France. Les civils sont en train de mourir, il n'y a rien à manger, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Maintenant, et ça monte et ça monte. Après, c'est une école de l'ONU, un hôpital, et ça termine. Point d'or, c'est le médecin. Et un avion en direct. Le médecin, c'est comme l'affaire Al-Doura. On a vu en direct toute l'émotion, les Israéliens qui se croient de nouveau coupables. Donc, ce que je propose, c'est qu'il faut, peut-être pour sortir de l'affaire Al-Doura en elle-même, il faut voir ça dans le contexte d'une guerre c'est une guerre qui est menée par des récits. Ils ne font pas la guerre militaire. Ils perdent la guerre militaire, ils gagnent cette guerre-là, et ce n'est pas la propagande. C'est autre chose, et c'est quelque chose que nous n'avons pas connu, c'est pour ça que nous ne savons pas le combattre. Mais en delà, s'il avait même un gramme, un milligramme de conscience professionnelle, il n'aurait pas continué. En delà et Talal, ils ont fait le gaz blackout. Ça c'était un faux comme Al-Doura. Blackout, c'est à l'époque où, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand ils nous racontaient qu'il n'y avait plus de lumière à Gaza, etc., et qu'on voyait qu'ils avaient fermé la pièce et qu'on voyait la lumière à l'extérieur et qu'ils mettaient dans des bougies alors qu'ils étaient en plein jour. Donc je termine en disant j'interviens juste une seconde pour vous dire, excusez-moi, pour vous dire que nous avons encore 4 minutes avant de rendre les locaux. Je crois que vous vouliez poser une question. J'ai deux questions. D'abord, je vous félicite de ce travail. Moi, je ne connais pas du tout les us et coutumes de la profession de journaliste. Alors donc, j'ai des questions naïves. La première, c'est, vous avez dit tout au début que France 2 avait diffusé gratuitement les images. Est-ce que ça fait partie des us et coutumes de donner gratuitement des... Ce qu'on appelle des EVN, et c'est un échange international où chaque télévision du monde met à la disposition, si elle le souhaite, les images qui ont été tournées par ses équipes. Sauf que France 2 s'est targué partout, et plusieurs fois, d'avoir fait un acte exceptionnel ce coup-ci, en disant « nous ne voulions pas gagner d'argent sur la mort d'un enfant, c'est pour ça que nous avons offert les images au monde entier ». Oui. Ils ont inversé en disant « voilà ce qu'on a fait ». Il peut y avoir, lorsqu'il y a un scoop, ce qui était le cas d'ailleurs, là, puisque c'était un scoop qui a fait le tour du monde, il peut y avoir aussi une demande de la télévision en disant on met à votre disposition ces images, mais c'est 5 000 € les 30 secondes, quelque chose comme ça. Mais en général, c'est des échanges. EVN, c'est des échanges. D'accord. Deuxième question. Enfin, si c'est une question, je veux dire, je suis quelque part surpris que vous êtes annoncé comme financier, que ce soit quelqu'un hors de la profession qui fasse ce genre d'enquête. On peut vous appeler Sherlock Holmes, à la limite, ça serait bien. Ce que je ne comprends pas, c'est que, en tout cas je ne le sais pas, c'est que dans la profession, il y a de la concurrence,
Il y a des gens qui s'aiment, il y a des gens qui ne s'aiment pas, en France ou à l'étranger. Personne n'est vraiment monté un dossier comme ça. Deuxième question, en corollaire, comment se fait-il que des historiens ne se soient pas servis de ça? Comment se fait-il que des politiciens ne se soient pas servis de ça? Alors, je vais répondre à la fin. Politicien, il n'y a rien à gagner pour l'instant politiquement sur cette affaire-là. Même en Israël, il y a une semaine, j'étais en Israël, j'ai posé les questions à Tzipi Livni, et elle m'a répondu de façon pas très intelligente. Oui, mais on vient de tuer 900 enfants, et puis ça sert à rien de relever le truc. Alors, j'ai essayé de lui faire comprendre que il prenait des chiffres du Hamas et que peut-être c'était pas son rôle en tant que ministre des Affaires étrangères de prendre pour argent comptant les chiffres du Hamas. Visiblement, c'est passé beaucoup trop au-dessus. J'ai essayé d'engager des conversations avec ses conseillers par email. Ils n'ont jamais voulu me répondre parce que je trouvais ces réponses pathétiques. Maintenant, en ce qui concerne pourquoi il fallait que ce soit quelqu'un d'autre qu'un journaliste, exactement si. Parce pour ce que disait Yvan, pour ce que disait Jean-Claude et pour ce que disait André Berkoff, c'est parce que Charles Anderlin a été tellement proche de tous ces journalistes que ça ne pouvait être que quelqu'un de l'extérieur qui venait et qui disait mais attendez, là il y a un problème. Et pendant toutes ces années, pour pouvoir tenir, parce qu'il y a des journalistes qui ont essayé de s'y intéresser comme Denis Jambard et Daniel Lecomte, on les a rappelés alors très rapidement. Denis Jambard, à l'époque, et je peux le dire parce que maintenant ça devient de plus en plus officiel, c'est Jacques Attali personnellement qui lui a demandé de suspendre l'enquête pour empêcher que l'enquête ne sorte, parce que c'est un ami de Charles Anderlin. Et Daniel Lecomte, qui a une société de production qui s'appelle Doc en Stock, qui produit pour France 2, France 3, France 5 et Arte, on lui a gentiment fait comprendre que s'il voulait continuer à faire nourrir, à faire manger ses collaborateurs, il avait plutôt intérêt à s'intéresser à autre chose. Donc ça ne pouvait être que quelqu'un qui n'avait rien à perdre, ou bien quelqu'un comme Yvan Levaille ou comme Jean-Claude Bourré, qui sont des gens à qui on ne peut plus rien dire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous allez dire à Yvan Levaille, on va te pourrir en l'air, on va te foutre en l'air ta carrière. Ça n'existe pas, Jean-Claude. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a que des types comme ça qui ont leur carrière, qui ont fait des erreurs. Il me l'a dit, Jean-Claude, j'ai fait des erreurs, je les ai corrigées, qui sont des types qui ont une certaine conscience professionnelle et qui ont regardé et qui ont dit, ben non, c'est évident. Voilà. Enfin, je voudrais juste vous répondre sur un point. Je ne fais pas ma pub, je suis dentiste, peu importe. Mais il y a des comités d'éthique. Moi aussi, je suis en fin de carrière, ça y est, tout va bien. Il y a des comités d'éthique à peu près partout. Or, on a le sentiment, nous, à l'extérieur, que la plupart du temps, les journalistes, quand ils assènent une vérité, ils assènent la vérité. Ils savent. Voilà, c'est ce qu'on nous dit tout le temps. Ils n'ont pas besoin de citer leurs sources, ils n'ont pas besoin de se justifier, ils n'ont pas besoin... Et là, on se trouve, nous, spectateurs, dans une incompréhension totale de ce genre de choses. Alors, juste pour répondre à ça, très important, c'est justement ce que Media Ratings, que j'avais monté à la base, analysait toute la production des médias. Il se trouve qu'on a été totalement cannibalisé par cette affaire. Mais toute personne dans cette salle qui a une passion ou qui a un métier sait que quand les médias traitent ce métier ou cette passion, quelquefois on s'arrache les cheveux, quelquefois c'est pas bon. Donc c'est pour ça, il y a quelquefois c'est bien, quelquefois c'est pas bien. Donc oui, il faut que ça vienne de l'extérieur, oui, il faudrait que se monte une forme de comité d'éthique. Mais le problème, c'est que par exemple, le CSA aurait pu jouer ce rôle. Le CSA a été totalement, à l'époque, c'était Dominique Baudis, a été cannibalisé par le directeur de cabinet de Dominique Baudis, qui s'appelle Camille Pascal, et qui a, en gros, dealé le fait qu'il enterrait l'affaire Almoura au CSA, alors que Baudis était favorable à ce qu'on en fasse quelque chose, contre le fait d'être embauché au sein de France Télévisions comme secrétaire général de France Télévisions. Et ce monsieur, qui a couvert l'affaire au CSA, est secrétaire général de France Télévisions, et répète partout que j'appartiens au service secret israélien, et même un jour il me l'a dit une fois au téléphone, sauf que quand j'étais seul dans cette période-là, c'était tellement dur parce que j'étais attaqué de partout, j'ai enregistré cette conversation téléphonique et j'ai sur bande la conversation du secrétaire général de France Télévisions qui m'accuse d'appartenir au service secret israélien. Juste, il y a Jean qui mérite. Oui, Jean. Alors très court parce que là on est en fait, moi je suis Philippe depuis très longtemps et la solution pour moi elle est claire, elle est nette, il n'y en a qu'une. C'est celle que tu as commencé mais il faut aller au bout. Il n'y a pas d'autre solution, c'est mener au bout cette guerre de l'information. Il faut investir le terrain absolument, c'est-à-dire créer une association pour la vérité sur l'affaire Aldora. Il faut récupérer des personnalités, comme ceux qui ont fait la pétition, ils ont fait une guerre de l'information. Bon, bah, nous, il faut qu'on fasse une guerre de l'information aussi. Il faut faire un livre, il faut faire un film, il faut faire un documentaire, tout ce qui est possible de faire. Et une fois qu'on sera au bout, bah, on sera au bout. Alors, il y a un documentaire qui sort donc dans 6 semaines en Allemagne.
J'ai refusé de signer les droits d'un film. À Hollywood, ils voulaient faire un film sur l'affaire, mais simplement, j'avais pas. Parce que je suis en train d'écrire un livre que j'ai bientôt fini, et je n'avais pas, comme on dit, le final cut, j'avais pas la possibilité de vérifier. Donc j'ai refusé de signer les droits, parce que je voudrais avancer et je voudrais avoir la possibilité de contrôler. Parce que, vous savez, d'un film comme ça, d'une histoire comme ça, on peut vous faire un film tout à fait correct et qui vous raconte l'histoire, comme on peut faire un film absolument abject en disant oui, cet enfant n'a peut-être pas été tué, mais combien d'enfants les Israéliens ont-ils tué? Je veux dire, et ce genre de choses. Non mais il faut savoir qui fait le film. Quand on regarde le film qui a été fait, Un cœur invaincu, Mighty Heart, à partir du livre de la femme de Daniel Pearl, on n'a pas envie d'avoir un film fait comme ça à Hollywood. Donc c'est pour ça que oui, mais je veux contrôler le message. Je pense que quand on se base sur un dossier aussi historique, il faut arriver au bout. Et la vérité, tu as sûrement raison, il faut faire toutes ces choses-là. Mais la seule chose maintenant, c'est la décision ne sera que politique. La décision, elle ne sera prise que par le président de la République sur des pressions diverses et variées. Malheureusement, il est entouré de gens qui sont très négatifs sur cette affaire. Je peux citer des noms, parce que ce sont des gens qui se sont engagés politiquement pour soutenir le mensonge. C'est Jacques Attali, c'est Claude Askolovitch, c'est probablement Jean-David Lévite, son conseiller diplomatique. Je ne sais pas jusqu'à quand ces gens-là vont réussir à tenir. Jusqu'à ce que le rapport de force soit en notre faveur. Oui, donc, mais le rapport de force, il monte, tu vois, avec une réunion comme ça, il monte. Le jour où Jean-Claude m'a dit, je monte une réunion ici au Press Club, je me dis, c'est formidable, parce que ça, on va toucher d'autres personnes. Le jour où Yvan a été convaincu, c'était formidable pour moi. Progressivement, on gagne du terrain et on va y arriver. C'est très dur, mais je crois qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y en ait un qui ait l'accès directement à Nicolas Sarkozy et qui se fende d'un appel et d'un rendez-vous, dire voilà, j'ai envie de vous parler de quelque chose de grave, c'est historique. Aux États-Unis, cette affaire est considérée comme beaucoup plus grave que l'affaire Dreyfus. Pourquoi? Parce que l'affaire Dreyfus, c'est un juif envoyé à l'île du diable et qui souffre, c'est vrai, mais cette affaire-là, c'est tous les juifs de la planète qui sont accusés d'être des assassins d'enfants, comme à l'époque des crimes rituels. Donc, bien évidemment, c'est pas moi Dreyfus dans l'affaire, c'est, je dirais, l'ensemble du monde juif et du monde occidental. Parce que, regardez, moi je regarde beaucoup Al Jazeera, quand on regarde Al Jazeera, on vous dit bien à chaque fois, ce que fait Israël, c'est le monde occidental contre l'islam. C'est l'affrontement judéo-chrétien contre l'islam. Et je crois que c'est l'intérêt de la paix des deux côtés, et ceux qui veulent la paix, ceux qui se disent partisans de la paix, c'est en effaçant des esprits, des images ignobles comme ça qui vous font croire que les gens d'en face tuent les enfants sans raison, c'est en effaçant ces images-là qu'on peut faire la paix. Et avec des images aussi ignobles, on ne fera jamais la paix. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Waouh, c'est super. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Là, ça va fonctionner. Donc là, il faudra réserver l'orientation sur 2 autres. D'accord? Donc il manque la mettre. Je vais vous demander d'être calme. Alors là, mettre ton bâtiment sur le bord, c'est dangereux. Ah oui, alors là, c'est la folie. Hein. En plus, qui sont complètement cassés. Et elle va chercher le tien. Il est magnifique. Chez moi, Bon, alors par contre, la table, il faut déjà commencer de toute façon à travailler. Il connaît la forme de son bâtiment. Alors, Jules, trouve un espace pour ton bâtiment et arrête de avec le bâtiment. Non. Alors la question, est-ce qu'on va le colorier? Qu'est-ce que vous devez faire? Le peindre, dessiner. Dessiner. Non. Dessiner autour. Alors là. Est-ce que tu peux bien écouter la personne qui va expliquer là? Vas-y. Ah non, on ne va pas dessiner le bâtiment. 2 personnes qui croient qu'ils doivent dessiner ce bâtiment sur la plaque. Delphine. Écoutez bien maintenant. Hein. Oui. On doit trouver un emplacement pour le bâtiment et après on doit créer les roues et on doit faire par exemple des jardins et tout vu de dessus. On avait fait toute une explication, on en a parlé longtemps. Je vous donne des crayons de couleur uniquement pour qu'on puisse bien voir le plan, enfin
du dessus sur ces plaques. Comme les plaques sont un peu foncées, je vous donne des crayons parfois colorés selon, parce que là c'est très sombre, donc je vous donne des choses très claires. Là par contre c'est un peu clair, donc je vous donne des sombres, d'accord? Ça peut être n'importe quelle couleur.